je sais pas trop quoi. Rebonjour Yannick. Bonjour mon cher ami. Bobo. On le suit sur MPB-TV, on le suit partout à travers le monde. Hier, je ne sais pas pourquoi la vidéo de Fally Ipupa a-t-il été escroqué ou a-t-il escroqué un producteur camerounais? C'est intéressant, les gens. Pourquoi? Non mais parce qu'au fond il y a toujours cette polémique depuis le départ. On va le rappeler peut-être à ceux qui ne le savent pas. Alors Fally Ipupa a été choisi comme l'artiste phare en cérémonie d'ouverture de la Cannes 2022 au Cameroun. Donc il y a une frange de musiciens camerounais qui ont estimé que Fally Ipupa n'aurait pas dû être choisi, ce qui est totalement aberrant, dans la mesure où Fally Ipupa est chez lui au Cameroun déjà, et Fally Ipupa est africain et c'est le meilleur artiste africain en ce moment. Donc je pense que c'est juste une continuité dans cette polémique. Donc pour vous, Fally Ipupa n'a pas escroqué? Fally Ipupa n'a pas escroqué selon moi, je veux dire. Ça peut arriver d'avoir des contretemps. On se dit bien que bon, le jour d'une cérémonie d'ouverture, il y avait pas mal de cérémonies et autres par la suite. Donc je pense qu'il a été pris dans son emploi du temps. Donc maintenant, à escroquer, bon, c'est trop dire. Donc ça arrive, il y a mais pourquoi pas arranger à l'amiable? Non, je veux dire... C'est qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de souci dans la mesure où, je veux dire que ce soit vous ou moi, ou alors le grand public, nous ne savons pas ce qui se passe en coulisses. Donc je veux dire, attendons déjà que Fally Ipupa monte au créneau pour nous expliquer ce qu'il en est. Nous ne savons pas s'ils sont en pleine négociation ou autre et tout pour trouver un arrangement à l'amiable. Mais connaissant Fally Ipupa, bon, je sais que c'est une personne assez intègre et c'est l'un des musiciens les plus intègres que je connaisse personnellement. Je sais qu'il saura faire la part des choses. Pourquoi les Camerounais ont adopté Fally Ipupa aussi facilement que ça? Mais écoutez, les Camerounais adoptent tout le monde. Je veux dire, alors moi je ne parlerai même pas d'adoption parce que quand vous êtes africain, vous arrivez au Cameroun. Vous êtes chez vous. Moi personnellement, je ne me définis jamais spécifiquement comme un Camerounais. Je me définis toujours comme un Africain et un panafricaniste. Toujours. Donc les Camerounais, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, nous sommes un peuple assez ouvert. La preuve, nous allons chez tout le monde. Alors, que le restaurant soit congolais de la RDC ou bien congolais de Brazza ou alors un restaurant sénégalais ou éthiopien ou autre, les Camerounais sont assez ouverts. La preuve, nous nous marions avec tout le monde, même avec des Congolaises. Voilà. Donc Fally Ipupa est chez lui au Cameroun, donc nous ne l'avons jamais adopté. C'est juste un enfant du pays. Donc vous arrivez au Cameroun, on vous dira que voilà, c'est notre aigle à nous. Donc il est représentatif de l'image même africaine, de l'artiste africain même qui réussit. Donc c'est tout à fait normal. Entre parenthèses, certaines femmes congolaises préfèrent les Camerounais que les Nigériens. Vous dites quoi? On dit que c'est pas pour la langue ou c'est pas pour le comportement. D'autres disent que les Nigériens sont trop violents. J'ai eu un grand débat par rapport à ça. D'autres, c'est par rapport à la langue ou c'est par rapport à la courtoisie des Camerounais? La courtoisie des Camerounais. Bon, enfin, je veux dire sans se lancer des fleurs, sans vouloir lancer les fleurs à mes compatriotes. Le Camerounais, c'est une personne assez ouverte, déjà, de prime abord. Et maintenant, il faudrait vous rappeler une chose. Il y a quand même une proximité culturelle entre le Congo et le Cameroun. C'est vrai que nous n'avons pas de frontière directe avec le Congo, je parle de la RDC, mais avec le Congo-Brazza, nous avons une frontière. Et nous savons très bien que le Congo, le Grand Congo a toujours été un seul et même peuple. Et vous allez voir, nous nous trouvons tous dans la forêt équatoriale. C'est vrai que vous avez une proximité avec ceux de l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Mais rappelez-vous que nous sommes le grand peuple bantou. Donc je veux dire, il y a cette proximité déjà culturelle entre les Congolais et le Cameroun. Donc voilà, nous n'en faisons qu'un. Donc que les femmes congolaises préfèrent les Camerounais, bon, pour moi, ma foi, c'est pas une grande surprise. Et c'est vice-versa aussi. Je dirais bien que bon, voilà, beaucoup de femmes camerounaises adorent nos frères congolais. Donc c'est vice-versa. Un de nos amis, Gérard, qui te connaît bien, il discute. C'est pourquoi les femmes congolaises n'aiment pas les Nigériens. J'ai dit, bon, ça c'est autre débat. La différence culturelle, moi je dirais tout simplement parce que... Les Nigériens, ils réclament. C'est une autre culture parce que déjà, je veux dire, ils ont reçu
une culture anglo-saxonne qui est quand même assez différente, je vais dire, de la nôtre. Et ensuite, vous verrez quand même que la culture bantou en soi-même au Nigeria n'est pas aussi développée que chez nous, je vais dire, dans notre Afrique équatoriale. Donc je vais dire, il y a quand même cette proximité-là, donc faut pas prendre ça à la légère. Je pense aussi que bon, au niveau de la langue aussi, ça peut jouer. Mais je pense quand même que quand les Congolais vont vers les Nigérians, culturellement parlant, ils sont un peu plus perdus. Ils sont quand même assez perdus. Parce que quand même, il faut s'adapter à un nouveau style de vie. Les Camerounais sont violents, aussi violents que les Nigériens. La violence. L'Africain en soi n'est pas violent. Je ne sais pas pourquoi. Dans le couple, je parle. En couple. Je veux dire, vous tabassez les femmes. Tabasser les femmes. L'Africain, je veux dire par essence, ne tabasse pas la femme. Vous devrez savoir que les sociétés africaines, à l'époque, avant l'arrivée des colons, avaient toujours été matriarcales. Donc la femme a toujours eu, comment dire ça, un rôle important dans les sociétés africaines. Alors c'est les colons, en arrivant chez nous, qui ont changé cette tendance-là. Ils ont changé cette tendance-là. Donc dans notre culture, la femme était très importante. Parce que vous savez qu'à l'époque, chez les Occidentaux, la femme n'avait pas de place, la femme n'avait pas de droit au chapitre, les femmes ne votaient pas, les femmes n'étaient pas représentées. Donc, en arrivant chez nous aussi, ils sont arrivés, ils ont trouvé des sociétés matriarcales où la femme avait un rôle essentiel. Et vous savez que la femme, quand elle a les choses en main, il est quand même assez difficile de manœuvrer une femme. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu justement changer les choses en arrivant. Donc à l'époque, les femmes ont toujours eu un rôle et une place essentielle. Donc tabasser les femmes n'ont jamais fait partie, je veux dire, de notre culture en soi. Voilà, donc pour moi, ce sont des habitudes venues d'ailleurs, pas de chez nous. On touche encore Éric Zemmour. Il est un jeune qui m'a intéressé. C'est grâce à vous que ça m'a poussé aussi à m'intéresser à lui, David Tanguy. David Tanguy, pourquoi massacrer un jeune comme ça? C'est un jeune qui s'exprime. David Tanguy ou Tanguy David, les Noirs le cherchent pour le frapper, l'attaquer, mais c'est pas ça la démocratie. Il est libre de s'exprimer. Tout à fait. Nous vivons dans des sociétés de droit, hein, donc je vais dire libre à lui de s'exprimer comme il le veut, mais le problème c'est que nous sommes dans un contexte politique quand même assez tourmenté. L'Europe est tourmentée en ce moment parce qu'il y a la montée de l'extrême droite européenne. Donc, l'extrême droite européenne continue à monter en puissance. Alors donc, je pense que pour David Tanguy ou Tanguy David, je ne sais pas trop quoi, qui décide d'être, comment dire ça, un allié ou d'apporter son support à Zemmour, je pense que vu le contexte et tout, c'était vraiment mal choisi. Mais personnellement, pour moi, il est très jeune. Il n'a que 18 ans. Comme je vous le disais hier, à 18 ans, je ne pense pas qu'il maîtrise en fait son sujet. Alors, il aimerait peut-être intégrer comment dire ça, la classe politique ou alors entrer dans l'univers politique français. Mais je pense qu'il est en train d'entrer justement dans cette classe politique de la plus mauvaise des manières et de la plus mauvaise des façons. Parce que je pense bien que le jeune, il ne maîtrise pas en fait le sujet. Il est manipulé, il cherche sa place aussi. Ah ben, aujourd'hui, il est connu. Hein. Non, je pense qu'il y avait une volonté de sa part de monter au créneau. Donc il n'a pas été forcé, forcément, il n'a pas été forcé, ça c'est sûr et certain. Ah bon, après, il est connu, mais bon, il est connu pour des mauvaises raisons aujourd'hui. C'est différent. Forcé et manipulé. La vérité, c'est que moi je pense que David... Il n'a pas été forcé, mais être manipulé. Pour moi, le petit jeune, il s'est tiré une balle dans le pied, même avant d'avoir commencé. Parce qu'il est entré de la plus mauvaise des façons, je vais dire, dans la vie politique française. Et dites-vous bien que je ne vois pas quel sera son avenir. Parce que son mentor, enfin je ne sais pas si c'est son mentor ou autre, Zemmour déjà, je ne pense pas que Zemmour ait un avenir dans le sillage politique français. Zemmour, autant il est arrivé comme ça, flash, autant il disparaîtra, flash. Depuis les 12%, c'est beaucoup. Les 12%, c'est juste, comment dirais-je, on en parlait encore hier, on parlait de cette bagarre de l'extrême droite française, en ce moment, entre Zemmour et Marine Le Pen. Et malheureusement, pour les extrémistes, ça va énormément les fragiliser parce que ce sont des voix qui sont dispersées. Et justement, le fait que les voix sont dispersées, ça arrange les affaires de Macron.
qui n'est nullement meilleur que cela. Donc, de toutes les façons, pour revenir à David Tanguy, je pense qu'il a juste choisi le mauvais camp. Et l'histoire lui donnera tort. Et je pense que il le regrettera plus tard parce qu'il est encore très jeune. Dites-vous bien qu'il a que 18 ans. Les jeunes noirs les suivent, hein, David Tanguy. Combien de jeunes noirs? Alors le problème, moi je parlerai de... Moi j'aime bien qu'on me donne des chiffres. Hein. J'aime bien qu'on me donne des chiffres et j'aime bien qu'on me fasse, comment dire ça, on me donne des sondages. Hein. Moi j'aime bien tout ce qui est palpable et tout ce qui est, voilà, tout ce qui est clair. Alors, même quand on va faire ces sondages-là, alors c'est quel genre de jeunes noirs qu'on va sonder? Allez où il y a la majorité des jeunes noirs. Allez en banlieue. Je veux dire dans les différentes banlieues, qu'elles soient parisiennes ou alors aller dans les quartiers nord à Marseille ou alors dans des banlieues du côté de Lyon, de Vénissieux, qui est la banlieue lyonnaise, ou alors dans la plupart des banlieues, parce que c'est là où se trouve la majorité des émigrés. Les émigrés, généralement, se trouvent dans les banlieues. Donc, allez interroger ces jeunes-là. N'allez pas me sonder des jeunes des quartiers chics ou du 16e arrondissement, ou du 8e arrondissement ou autre et tout. Donc, voilà, il ne faut pas nous la faire à l'envers. Parlons un peu de la lutte des Noirs américains. Nord-américains. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si nous avons des droits quelque part, si nous sommes regardés comme des humains, c'est grâce à eux. Parce que le combat chez eux a débuté depuis longtemps. Déjà même à l'époque de l'esclavage, alors quand l'esclavagisme battait son plein, ils se sont toujours battus. Alors je ne vous citerai pas tous les grands noms, parce que vous savez que ce soit de Malcolm X au jour d'aujourd'hui, alors qu'est-ce que je pourrais citer comme grande figure de la lutte antiraciale. Bref, je veux dire, ils l'ont toujours fait, ils sont toujours montés au créneau, ils se sont imposés et ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Donc je pense que si nous sommes respectés à travers le monde au jour d'aujourd'hui, c'est parce que eux, ils l'ont fait. Et pour vous dire que cela, à l'époque, Malcolm X, moi je prends surtout l'exemple de Malcolm X, parce que lui, il allait jusqu'au bout de ses pensées. Il allait jusqu'au bout de ses pensées et lui, il a fait le voyage pour l'Afrique. Il a fait le voyage, je veux dire, il allait un peu partout en Europe où, je veux dire, les Noirs n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Il est allé en Angleterre, il est allé en Afrique du Sud où il y avait le système de l'apartheid. Alors, malheureusement pour lui, il est arrivé en France et tout, on essayait de lui fermer les portes. Donc, je veux dire, ces Africains américains à l'époque, ils sont toujours montés au créneau. Et je pense que la lutte continue. Et nous aussi, nous devrons leur emboîter le pas. Parce que je trouve que les Africains sont assez passifs. Il est temps pour eux aussi de participer, je veux dire, à leur propre libération. Parce que là, je parle de libération parce que nous ne sommes pas libres. Il ne faut pas croire que nous ne sommes pas libres, nous n'avons pas d'indépendance. Parce que je veux dire, financièrement, économiquement, nous sommes toujours tenus par ces gens-là. Alors quand on dit que, bon, voilà, la plupart des capitaux, je veux dire... Des pays africains sont tenus, surtout ceux de la zone CFA, alors sont toujours tenus en France et tout. C'est quand même assez édifiant, ça vous dit tout. Ça vous dit tout, c'est toujours la France qui garantit cette monnaie, qui est le franc CFA. Ça encore, c'est un autre débat. Parce que quand nous allons rentrer dans le vif du sujet, vous comprendrez que bon, des indépendants, nous ne les avons pas. Parce que déjà, pour être indépendant et tout, il faudrait déjà être, comment dire ça, indépendant économiquement. Alors, tant qu'ils nous tiendront et tout, nous n'aurons pas notre propre destin en main. Et là, moi, c'est un appel que je suis en train de faire à nos technocrates. Alors que ceux-là se mettent au travail. Qu'ils se mettent au travail, mettons-nous au travail. Essayons de nous libérer. Parce que nous savons que la bataille, elle se fait intellectuellement. Au jour d'aujourd'hui, défendons nos droits. Nous avons des grands économistes qui essayent justement de travailler dans ce sens-là. Mais prenons conscience de la situation. Il est temps. Terminons sur la CAN. Hier, comme si vous étiez prophète. Non, je ne parlerai pas de prophétie. Franchement, le bon Dieu nous entend. Hein. Donc, nous avons juste analysé. Je pense que l'analyse a été faite entre vous et moi. Donc, c'était quand même assez clair. Bon, parce que là, il était question de garantir une première place. La Côte d'Ivoire n'avait pas trop le choix. Ils étaient obligés de battre, l'Algérie, justement pour garantir cette première place. Parce que dites-vous bien que derrière, l'Algérie est éliminée. L'Algérie est éliminée parce que je pense qu'il y a la Guinée équatoriale qui a gagné son match. Donc la Guinée équatoriale qui termine à 6 points. Donc la Côte d'Ivoire, ils ont compris tout de suite quel était l'enjeu. Quel était l'enjeu? L'enjeu était lequel? Si jamais ils faisaient match nul contre l'Algérie, alors ils terminaient second de la poule.
il terminait second de la poule et à ce moment, il s'exposait justement à rencontrer le premier d'une poule. Ça devenait assez compliqué. Mais honnêtement, je pense qu'ils ont joué le jeu et malheureusement pour l'Algérie, il n'était pas au niveau. Et je vais vous dire une chose, cette Côte d'Ivoire-là, moi honnêtement, je les vois aller très loin dans cette compétition. Pour moi, personnellement, ils sont même devenus l'un des favoris pour soulever le trophée continental. Parce que vous allez voir, hein, leur chemin pour la finale ne sera pas du tout facile. Parce que tout de suite après, je pense que la Côte d'Ivoire a tiré, à moins que je m'abuse, l'Égypte. Donc vous aurez Côte d'Ivoire, Égypte. Donc, vous verrez bien, moi j'ai beaucoup plus peur pour nous les Camerounais. Parce que jusqu'ici, on peut dire que nous avons été quand même assez... allez, nous n'avons pas rencontré des adversaires d'envergure. Et là encore, en 8e de finale, nous allons rencontrer les Comores qui ne sont pas une foudre de guerre. Alors, en quart de finale, dites-vous bien que nous n'aurons pas trop le choix. Jusqu'en quart de finale encore, ça va, parce que... Donc, vous voyez déjà le quart de finale? Oui, bah, c'est sûr. Ah, c'est sûr et certain. Je peux vous dire une chose. Peut-être le match contre les Comores ne sera pas facile, mais je ne vois pas les Comores, les îles Comores. J'ai promis à 100 personnes, si le Cameroun est éliminé, chacun aura 2 coca, 2 coca. Ah là là, mais c'était un pari assez risqué. Hein. Donc, je vais dire, même si les dieux tombent du ciel, je ne vois pas le Cameroun être éliminé en 8e de finale. C'est quasiment impossible. C'est vrai qu'en quart de finale, à partir des quarts de finale, ça va se corser un tout petit peu et ça restera toujours jouable puisque le Cameroun va jouer l'adversaire. Alors, parce que j'ai vu comment les poules ont été croisées, ils joueront soit la Guinée ou une autre équipe quand même assez moyenne. Mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'à un moment donné, pour aller au bout, il faudra rencontrer de grosses équipes. Et je veux dire, nous sommes sur le, comment dirais-je, quand on regarde le tableau, il y a des chances que le Cameroun tombe sur la Côte d'Ivoire en demi-finale. Parce que nous sommes croisés, il y aura la Côte d'Ivoire soit le Maroc. Parce que par contre, si la Côte d'Ivoire gagne sa confrontation contre l'Égypte, elle rencontrera probablement le Maroc qui joue le Malawi. Mais les gens, on va terminer. Les gens se posent des questions. On dit, demandez à Yannick, ici en Europe, en Belgique, pour regarder la CAN, il faut faire quoi? Pour faire quoi? Pour regarder la CAN. Ben, généralement, il faudrait savoir une chose. La plupart des chaînes internationales ne diffusent jamais les matchs de poule. Hein. Donc, généralement, ils commencent à diffuser les matchs à partir des éliminatoires directs et je dirais même à partir des quarts de finale. Donc, je veux dire, une chose est sûre et certaine, même pour les 8e de finale, j'en suis pas sûr, mais commencez à scruter vos chaînes, vos chaînes nationales à partir des quarts de finale. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y aura pas mal de chaînes qui pourront, en l'occurrence, montrer. C'est pour vous, le 6 février. 6 février. Oui, voilà. Ah, ça avance vite. Ça avance vite. Ça avance vite, ça avance très très vite. Merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup. Bah, le plaisir est toujours le mien hein, d'échanger sur cette plateforme. On entend Cameroun Comores. Cameroun Comores. Merci. Merci.